Salut, je suis Miguelito raconte. Connais-tu l'histoire des musiciens de Brême, écrit par les frères Grimm? Sais-tu pourquoi nos 4 musiciens ne verront jamais la ville de Brême? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Enfin, si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un incroyable secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. La fuite courageuse. Dans une petite cité médiévale, blottie entre des collines verdoyantes, un homme avait un âne qui le servait fidèlement depuis de longues années. Ensemble, ils avaient parcouru les chemins de campagne, sous le soleil écrasant de l'été comme dans le froid mordant de l'hiver. L'âne, autrefois fort et robuste, tirait sans relâche les lourdes charrettes de son maître, transportant des récoltes, du bois et bien d'autres marchandises. Mais les années avaient fini par user le pauvre animal. Ses pattes, autrefois si agiles, étaient devenues raides, ses sabots ébréchés et son souffle devenait court après seulement quelques heures de travail. Chaque jour qui passait, ses forces diminuaient et il peinait de plus en plus à accomplir les tâches que son maître exigeait de lui. Le paysan, qui autrefois appréciait la robustesse de son fidèle compagnon, commençait à se lasser. Il regardait désormais l'âne avec des yeux durs, n'y voyant plus qu'un fardeau inutile. « Ce vieux bourricot n'est plus bon à rien », se disait-il souvent. Son cœur, autrefois un peu plus tendre, se fit de pierre lorsqu'il songea à se débarrasser de l'animal. Il avait même envisagé une idée des plus cruelles. Vendre la peau de l'âne une fois que ce dernier ne pourrait plus tirer la moindre charge. Mais l'âne, qui avait toujours eu une intuition fine, comprit bientôt ce qui se tramait. Il sentait bien les regards hostiles de son maître et entendait ses soupirs de frustration chaque fois qu'il trébuchait sous le poids des charges. « Si je reste ici, c'est la fin pour moi », se dit-il un jour en contemplant l'horizon. Alors, avec le courage de ceux qui n'ont plus rien à perdre, il attendit la nuit, le moment où son maître dormait profondément et s'échappa, prenant la route de la ville de Brême. Là-bas, se disait-il en avançant sous la pâle lueur de la lune, je pourrais devenir musicien de la ville. Peut-être même que les habitants m'accepteront parmi eux. Et je pourrais finir mes jours dignement, loin des coups de bâton et des regards méprisants. Un groupe est né. L'âne marcha jusqu'au matin, à un rythme lent mais déterminé, savourant sa liberté retrouvée malgré la fatigue. Le vent soufflait doucement à travers les champs, et au bout d'un moment, alors qu'il avançait sur un chemin bordé d'arbres imposants, il aperçut une silhouette allongée au milieu du chemin. C'était un chien de chasse, haletant et jappant faiblement comme un animal épuisé après une trop longue course. L'âne, qui avait le cœur compatissant, s'approcha. « Qu'as-tu donc à japper de la sorte, camarade ?» lui demanda-t-il d'une voix douce. Le chien leva ses yeux fatigués vers l'âne et soupira. « Ah !» répondit-il tristement, « c'est parce que je suis vieux. Comme toi, mes forces m'abandonnent. Je ne peux plus courir après le gibier comme avant, ni traquer les bêtes dans la forêt. Mon maître, voyant que je devenais inutile, a décidé de m'assommer. Mais j'ai réussi à m'enfuir avant que son bâton ne m'atteigne.
Maintenant, je suis seul sur la route et je ne sais pas comment je pourrais bien gagner mon pain. » « Eh bien, dit l'âne, je vais à Brême pour devenir musicien de la ville. Viens avec moi et fais-toi aussi musicien. Je jouerai du luth et toi, tu sonneras les timbales. La vie sera plus douce, loin de ceux qui nous ont rejetés. » Les yeux du chien brillèrent d'une lueur d'espoir. L'idée de commencer une nouvelle vie à Brême, loin des mauvais traitements, lui plaisait. Il se releva malgré la fatigue qui alourdissait ses pattes et avec un sourire sur ses babines, accepta la proposition de l'âne. « Allons-y, dit-il, peut-être qu'à deux, nous aurons une chance. » Un peu plus loin, chemin faisant, ils trouvèrent un chat couché à terre qui avait l'air triste comme une pluie de 3 jours. « Qu'est-ce donc qui te chagrine, vieux frise-moustache ?» lui dit l'âne. « Ah, on n'est pas de bonne humeur quand on craint pour sa tête, » répondit le chat. « C'est parce que j'avance en âge, que mes dents sont usées, et que j'aime mieux rester couché au chaud à côté de la cheminée plutôt que de courir après les souris. Alors ma maîtresse a voulu me noyer. Je me suis sauvé à temps. Mais maintenant, que faire et où aller ? Viens avec nous à Brême. Tu deviendras musicien comme nous, en ville. » Le chat trouva l'idée intéressante et il partit avec eux. Nos vagabonds passèrent bientôt devant une cour, sur la porte de laquelle était perché un coq qui criait à tue-tête. « Hé là !» dit l'âne, « tu nous perces les tympans, l'ami. Qu'as-tu donc à crier de la sorte ?»« J'ai chanté pour annoncer le nouveau jour et le beau temps, » dit le coq. « Mais même si c'est une belle journée, je suis en danger. Ma maîtresse n'a aucune pitié pour moi et a décidé de me transformer en soupe pour le dîner de demain, dimanche, car nous avons des invités. Elle a déjà demandé à la cuisinière de me préparer. C'est pour cela que je chante aussi fort que je peux, tant que je suis encore en vie. »« Bon, dit l'âne, toute crête rouge que tu es, viens plutôt à Brême avec nous. Tu trouveras partout mieux que la mort, tout au moins. Tu as une bonne voix, et quand nous ferons de la musique ensemble, notre concert n'en sera que meilleur. » Le coq trouva la proposition de son goût, et ils détalèrent tous les 4 ensemble. Une clarté dans la nuit. Ils ne pouvaient atteindre la ville de Brême le même jour, et ils arrivèrent le soir dans une forêt où ils comptaient passer la nuit. L'âne et le chien s'établirent sous un grand arbre. Le chat et le coq y grimpèrent pour y trouver plus de sécurité, et le coq alla même se percher tout en haut, où il serait inatteignable. Mais avant de s'endormir, comme il promenait son regard aux 4 vents, il lui sembla qu'il voyait dans le lointain une petite lumière. Il cria alors à ses compagnons qu'il devait y avoir une maison à peu de distance, puisqu'on apercevait une clarté. « S'il en est ainsi, dit l'âne, partons et hâtons-nous de marcher dans cette direction, car cette forêt n'est nullement de mon goût. » Le chien ajouta, « En effet, quelques os avec un peu de viande ne me déplairaient pas. » Ils se dirigèrent donc vers le point d'où partait la lumière, et bientôt ils la virent briller davantage, jusqu'à ce qu'enfin ils arrivèrent en face d'une maison de brigands parfaitement éclairée. L'âne étant le plus grand, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur du logis. « Hé, que vois-tu là, Grison ?» lui demanda le coq. « Oula, ce que je vois !» dit l'âne. « Une table chargée de mets et de boissons.
Et tout autour, des brigands qui s'en donnent à cœur joie. « Oh, ce serait bien notre affaire, dit le coq. »« Oui, certes, reprit l'âne. Ah, si nous étions là, à leur place. Il faut trouver un moyen de les chasser, dit le chien, la tête haute. Alors, ils se mirent tous à réfléchir, cherchant le meilleur plan possible. Le chien, les oreilles dressées, commença à imaginer des scénarios où ils pourraient utiliser leur force collective. Quant au chat, il regardait la fenêtre avec une lueur malicieuse dans les yeux, tandis que le coq, posé sur un rocher, se tenait droit, son esprit déjà empli de projets ambitieux. « Si nous unissons nos talents, dit le chien, la voix pleine d'espoir, peut-être pourrions-nous les effrayer. » L'âne, plus pragmatique, réfléchissait à la façon de tirer parti de leur ruse plutôt que de leur force. Le chat, quant à lui, suggéra de créer une diversion pour surprendre les malfrats. Chacun apporta ses idées, imaginant tour à tour des stratagèmes et des ruses pour renverser la situation à leur avantage. Une idée grandissait peu à peu dans leur esprit. Ensemble, ils pourraient créer un chaos si terrifiant que les brigands n'auraient d'autre choix que de s'enfuir, pris de panique devant cette troupe si improbable. Plus ils discutaient, plus leur plan prenait forme, et plus ils commençaient à croire que, peut-être, ils pouvaient vraiment réussir. L'étrange attaque. Les brigands dormaient maintenant à poing fermé. L'âne, le chien, le chat et le coq savaient qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Après avoir échafaudé leur plan, ils se mirent en position dans un silence presque solennel, chacun conscient de l'importance de leur rôle dans cette étrange mais audacieuse attaque. L'âne se dressa d'abord en posant ses pattes de devant sur la fenêtre. Le chien monta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le chien, le coq prit son envol et se posa sur la tête du chat. L'équilibre était surprenant mais précis. Ensemble, ils formaient une véritable pyramide vivante, une tour insolite de compagnons, soudés dans un but commun. Ils attendaient dans l'obscurité, les lumières vacillantes à l'intérieur de la maison des brigands, projetant des ombres étranges à travers la fenêtre. Le signal fut enfin donné et soudain, l'air se remplit d'un concert effroyable. L'âne ouvrit la marche avec des braiements puissants, profonds et retentissants, comme une corne de brume en pleine mer. Juste après, le chien n'étant pas en reste, aboya de toutes ses forces, un grondement sauvage qui faisait vibrer les murs. Le chat, son poil hérissé, miaulait à plein poumon, un cri strident qui résonnait comme une plainte fantomatique. Enfin le coq, digne d'un messager annonçant l'apocalypse, poussa un cri perçant, semblable à une alarme qui fendait la nuit. Le vacarme était tel qu'il fit trembler les vitres de la maison. Puis, dans une charge coordonnée, la pyramide d'animaux se lança à travers la fenêtre. L'âne enfonça les carreaux de ses sabots, les brisant en milliers de morceaux qui volèrent en éclats dans la chambre. Le fracas des bruits du verre cassé réveilla les brigands d'un coup, les tirant brutalement de leur sommeil. Les voleurs, dans leur confusion totale, furent envahis par la terreur. Ils n'eurent même pas le temps de réfléchir à ce qui se passait. À leurs yeux, ce n'étaient pas simplement des animaux qui faisaient irruption dans la maison, mais une créature infernale, aux cris terrifiants, semblable à un monstre sorti tout droit des ténèbres
pour les punir. Ils s'imaginèrent un esprit vengeur ou un fantôme enragé. Pris de panique, ils hurlèrent, se bousculèrent entre eux, renversèrent des meubles et s'enfuirent à toute vitesse, fuyant dans la nuit noire sans se retourner, disparaissant dans l'épaisseur de la forêt. Le festin des héros. Une fois les brigands en fuite, les 4 compagnons s'approchèrent prudemment de la table luxueusement garnie. Sous la lueur vacillante des bougies à demi consumées, ils virent un festin digne d'un roi. Des viandes rôties, des fruits juteux, du pain croustillant, des légumes et du fromage parfumé. Leur ventre affamé n'attendait plus que le signal pour se lancer sur ce banquet. L'âne, qui n'avait pas mangé depuis des jours, fut le premier à approcher. « Mes amis, nous avons mérité cela !» s'exclama-t-il en prenant une bouchée d'un pain doré, sa mâchoire se refermant avec un craquement de satisfaction. Il avait toujours rêvé d'un tel repas, loin des maigres portions que lui réservait son ancien maître. Mâchant bruyamment, il savourait chaque bouchée avec l'impression d'être devenu roi pour une nuit. Le chien, attiré par l'odeur alléchante d'un plat de viande, ne se fit pas prier non plus. « Enfin, un festin digne de ce nom !» aboya-t-il joyeusement, avant de mordre à pleines dents dans un gros morceau de viande. Ses yeux pétillaient de bonheur, tandis qu'il dévorait avec voracité, savourant chaque instant de cette victoire inattendue. Le chat, plus délicat, s'approcha d'un plat de poisson frais. Ses moustaches frémissaient de plaisir, tandis qu'il plongeait ses griffes dans la chair tendre, léchant délicatement chaque morceau. « Un véritable festin royal !» ronronna-t-il, savourant les saveurs qui dansaient sur son palais. Il se lécha les babines avec satisfaction, profitant de ce moment de quiétude et d'abondance. Quant au coq, il sautilla joyeusement sur la table, picorant ici et là quelques grains, un peu de pain et même quelques fruits secs. « Cocorico, mes amis, nous avons bien fait de braver la nuit et le danger, lança-t-il entre 2 beckets. Ce festin est notre récompense. » Ils mangèrent ensemble, partageant la nourriture, mais aussi des sourires et des regards complices. Leur épopée les avait fait rapprocher, et désormais, ils formaient une véritable équipe unie par le courage et la faim. Une fois leur ventre bien rempli, ils poussèrent un soupir de satisfaction collective. L'âne s'étendit sur le côté, repu, tandis que le chien, le chat et le coq trouvaient chacun une place confortable pour savourer ce moment de paix. « Ah, c'était incroyable !» dit l'âne en fermant les yeux, prêt à s'endormir. « Et dire que ce matin, je pensais encore que la faim serait mon seul compagnon. » Le chien hocha la tête en s'étirant. « Qui aurait cru que nous finirions la journée avec un tel festin ?» La nuit s'annonçait paisible. Les 4 compères, rassasiés et heureux, s'endormirent en rêvant à leur nouvelle vie, libre et en sécurité dans cette maison qui, pour un soir, était devenue leur forteresse. Le retour des brigands. Tard dans la nuit, bien après que les 4 compagnons soient endormis, le capitaine des brigands dit « Nous n'aurions pas dû nous laisser ainsi mettre en déroute aussi facilement. » Il ordonna à un de ses hommes d'aller voir ce qui se passait dans la maison. C'est donc un des brigands, le plus courageux d'entre eux, qui décida de retourner à la maison.
Depuis les bois, il avait observé de loin que les lumières s'étaient éteintes et que le calme régnait à nouveau. Peut-être que ces créatures effrayantes sont parties, se dit-il en avançant prudemment dans l'obscurité. Il est temps de voir si nous pouvons récupérer notre festin. S'approchant de la maison, il frissonna en se remémorant l'effroyable vacarme qui l'avait fait fuir quelques heures plus tôt. Mais il se rassura. Ce n'était sûrement qu'une illusion. Des animaux sauvages ou le bruit du vent. Rien de bien sérieux. Alors, à pas de loup, il franchit la porte de la maison qui était restée entr'ouverte. Tout semblait calme à l'intérieur, et aucune créature n'était en vue. Dans l'obscurité la plus totale, le brigand se faufila dans la cuisine, cherchant à récupérer quelques objets de valeur laissés sur place. Mais en voulant allumer une bougie pour y voir quelque chose, il s'approcha du foyer où les yeux luisants du chat le fixaient intensément. Prenant ses yeux pour des charbons ardents, il tendit sa main, pensant allumer une chandelle. Le chat, réveillé en sursaut, bondit sur lui avec un feulement strident, plantant ses griffes acérées dans sa peau. Pris de panique, le brigand hurla et se recula. Dans sa fuite désespérée, il trébucha près du chien qui, réveillé par le bruit, lui sauta dessus, le mordant violemment à la jambe. Hurlant de douleur, l'homme tenta de se dégager et courut vers la porte. Mais alors qu'il passait à proximité de la porte d'entrée, l'âne, réveillé à son tour, décocha un puissant coup de sabot dans son dos, l'envoyant rouler à terre jusqu'à l'extérieur de la maison. Enfin, le coq, perché en hauteur, se réveilla aussi et lança un cri tonitruant. « Cocorico ! Fuyez, brigands !» Terrifié, le brigand n'eut d'autre choix que de prendre ses jambes à son cou, s'enfuyant aussi vite que possible vers la forêt, convaincu qu'une horde de démons hantait désormais la maison. Il raconta à son capitaine une histoire d'horreur. « Il y a dans notre maison une affreuse sorcière qui m'a égratigné la figure avec ses longs doigts. Il y avait aussi un homme armé d'un couteau qui m'a piqué la jambe. Devant la porte se tenait un monstre noir qui m'a assommé d'un coup de massue. Et en haut du toit était posé un juge qui criait « Amenez-moi ce voleur !» Aussi me suis-je mis à courir le plus vite possible jusqu'ici. Depuis lors, les brigands n'osèrent plus s'aventurer dans la maison, et les 4 musiciens de Brême s'y trouvèrent si bien qu'ils n'en voulurent plus sortir. La morale et le secret. Mais de quoi nous parle réellement cette histoire ? Pour ma part, je vois ici une morale très forte qui est au cœur de l'histoire des musiciens de Brême. C'est la morale selon laquelle l'union fait la force. Chacun des animaux, l'âne, le chien, le chat et le coq, se retrouve dans une situation difficile, abandonné par son maître, jugé inutile en raison de son âge ou de ses capacités physiques déclinantes. Seuls, ils sont vulnérables, incapables de faire face aux défis qui les attendent. Mais ensemble, ils trouvent une force insoupçonnée. Dès leur première rencontre, ils comprennent que la clé pour survivre et se forger un avenir meilleur est de s'allier. L'âne, qui est le premier à prendre l'initiative, propose aux autres de se joindre à lui dans son projet d'aller à Brême pour devenir musicien. Cette simple idée de travailler ensemble, chacun avec ses talents et ses forces, transforme leur perspective.
Lorsque vient le moment d'affronter les brigands, leur alliance prend alors tout son sens. Individuellement, chacun d'eux n'aurait pu faire face aux criminels. Mais en combinant leurs compétences, la taille imposante de l'âne, l'aboiement du chien, le miaulement du chat et le cri du coq, ils créent un concert d'épouvante qui fait fuir les voleurs. Ce n'est ni la force brute, ni la jeunesse qui leur permet de vaincre, mais leur capacité à unir leurs talents divers pour atteindre un objectif commun. L'histoire montre ainsi que la solidarité et la coopération peuvent surmonter des obstacles que personne ne pourrait affronter seul. Ce message est bien évidemment universel. Quand nous nous rassemblons et que nous travaillons ensemble, nous sommes capables d'accomplir bien plus que ce que nous pourrions imaginer tout seuls. Mais dis-moi, as-tu déjà réussi à faire quelque chose en groupe en sachant que seul, tu n'aurais jamais pu le faire? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret intéressant à savoir sur la solidarité chez les animaux. Pendant longtemps, on a cru que, dans le règne animal, c'était toujours la loi du plus fort qui s'imposait. Mais aujourd'hui, on sait que pour certaines espèces, l'entraide et la solidarité sont essentielles à leur survie. L'expression « l'union fait la force » s'applique particulièrement aux animaux qui vivent en groupe. Ils s'entraident surtout pour se nourrir et se protéger. Par exemple, les baleines, les orques et les dauphins chassent ensemble. Et dans la savane, les buffles se rassemblent en groupe pour éloigner les lions. Cette entraide est si efficace que certaines espèces différentes collaborent de manière naturelle. Un phénomène appelé mutualisme ou symbiose, où chacun rend service à l'autre pour augmenter ses chances de survie. Par exemple, en Arabie Saoudite, des chiens errants et des babouins vivent ensemble près d'une décharge où ils partagent le territoire et se protègent mutuellement. Les babouins nettoient même les chiens de leurs parasites, signe qu'ils sont intégrés au groupe. Un autre exemple vient du Mozambique, où des chasseurs de miel coopèrent avec un oiseau appelé le grand indicateur. Cet oiseau guide les chasseurs jusqu'aux ruches et en échange, ils peuvent se nourrir des larves à l'intérieur une fois que les humains ont ouvert la ruche. C'est un exemple rare de coopération entre des humains et des animaux sauvages. Au parc de Yellowstone aux États-Unis, on a aussi vu des loups et des corbeaux chasser ensemble. Le corbeau repère les proies et guide le loup vers elles. En échange, il peut manger les restes. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres histoires sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas te rendre compte que bien que petit comme le pouce, un jeune garçon va réussir à échapper à 1001 dangers uniquement grâce à son intelligence.